Du coup, pour introduire, écoutez, bonjour à tous, tous les participants. On est très contents. On a à peu près 80 participants qui se sont inscrits à ce webinaire. Donc, bienvenue à vous. Les gens vont peut-être nous rejoindre progressivement. Du coup, on vous accueille aujourd'hui donc pour un événement de présentation d'une plateforme qui s'appelle Cosmetomics, qui est en Normandie. Donc, l'objectif pour nous était en premier lieu de faire un événement physique de manière à vous montrer les laboratoires de cette plateforme, quelques laboratoires et matériels. Tout n'est pas présent sur le même site, mais du coup, on a dû le reporter aux conditions sanitaires. Et l'objectif pour nous était de maintenir une réunion digitale pour permettre de vous présenter cette plateforme et ses compétences, et puis de se donner rendez-vous sur une date que l'on a aujourd'hui programmée plutôt 10 mai. Donc, l'inscription n'est pas encore possible, mais de toute façon, comme vous êtes inscrit à ce webinaire, vous serez dans notre liste de discussion pour vous inviter à venir visiter cette plateforme en physique le 10 mai. Pour une bonne organisation, je vous inviterai à couper votre micro si vous n'intervenez pas. Et puis, je veux vous donner quelques éléments sur le déroulé avant de faire une introduction avec Nicole Orange qui est présente et qui a participé à la fondation et qui est fondatrice de cette plateforme. Donc, vous donner quelques idées du déroulé. Donc, là, je vous invite à couper votre micro si jamais vous ne parlez pas. Merci. Là, du coup, on va se donner quelques minutes d'introduction et puis ensuite, on passera à une présentation de 3 partenaires de cette plateforme. Vous allez voir qui contient plus de 3 partenaires aujourd'hui. 3 premiers partenaires de cette plateforme qui présenteront leurs compétences en quelques minutes parce que, du coup, pour ne pas vous faire une réunion qui soit trop longue, on fait un exercice vraiment de résumer et de condenser c'est ce qu'ils pourront nous présenter qui est assez riche. Donc, 3 acteurs qui nous présenteront leurs compétences. Ensuite, un témoignage d'une collaboration industrielle avec les laboratoires Gilbert, donc de Joanne Garderès, qui est avec nous et qui nous parlera de travaux qu'il a menés et de la collaboration avec certains de ses partenaires. Et ensuite, un échange, questions-réponses, si vous avez des remarques par rapport à ces 3-4 premières présentations. Et puis, on représentera du coup 3 autres partenaires de cette plateforme et leurs compétences. Et puis, un témoignage d'une collaboration industrielle donc, qui nous sera fait par Julie Desnardier, oui. Donc, voilà, on coupera à 16h. On va rester dans les temps. Donc, pour cette petite introduction que je vais faire à 2 voix avec Nicole Orange, professeure émérite de l'Université de Rouen et fondatrice de la plateforme Cosmetomics Normandie. Je vous invite encore une fois. Je ne peux pas le faire moi à distance, donc il faut vraiment que chacun puisse couper son micro quand il n'intervient pas. C'est important. Et donc, du coup, moi, simplement, avant de laisser la parole à Nicole, donc moi, je me présente, je suis Amandine Goubert, donc directrice R&D de Cosmetic Valley. Donc, j'ai organisé avec une de mes collègues, donc Florence Clouard, qui est en charge du bureau de Normandie de Cosmetic Valley et qui est l'interlocutrice privilégiée de proximité en Normandie du réseau Cosmetic Valley. Je vous laisse couper votre micro. Je ne sais pas si d'autres peuvent le faire à distance. Lisa ou quelqu'un d'autre, vous avez la main normalement. Moi, je ne peux pas, je ne vois pas les banane. Est-ce possible, Lisa? Non, c'est un peu essayer de faire et on ne peut pas le couper comme ça. Tu ne peux pas couper à distance? Ouais. Non. Ok. Normalement, Amandine, normalement, tu dois pouvoir le faire. Il faut peut-être que tu quittes la présentation, mais toi, en tant qu'organisatrice, tu dois pouvoir le faire. J'espère pouvoir là. Merci, Michel. J'ai reconnu ta voix. Tac, tac, tac. Bon, a priori, ça va mieux. Donc maintenant, il va falloir que je n'ai pas de problème pour réussir à repartager. Ça va marcher. Ok.
Voilà. Donc je disais, donc Florence Clouard qui a participé grandement à l'organisation de cette réunion et qui est interlocutrice de la Normandie. On pourra vous mettre en relation avec elle directement sur le territoire normand. Difficile. Et donc, simplement, je voulais vous partager avec vous cette slide qui vous présente un peu la démarche des plateformes Cosmetomics. Je sais pas si je peux le faire. Je suis désolée pour ça. Vous m'entendez? Oui, ça marche. C'est chez Marié, désactiver le son. Oui, c'est bon. C'est bon, j'ai réussi à le faire. Excusez-moi. C'est un peu... OK. Donc, je voulais vous parler simplement du coup de cette démarche qui associe différents territoires. En fait, Cosmetomics, c'est un réseau de plateformes avec une première association que là, je peux vous dire en 2 mots, une première association qui s'est tenue sur le territoire d'Île-de-France en parallèle de cette démarche en Normandie. En fait, on était vraiment sur un calendrier concomitant qui a fait qu'en 2015, 2 plateformes se sont créées en même temps, une sur le territoire de l'Île-de-France en associant, comme vous le voyez, 6 partenaires qui aujourd'hui mettent en commun leurs compétences et leur expertise pour travailler sur le sujet de la performance biologique et sensorielle des produits cosmétiques. Donc, on a réalisé une visite des laboratoires de cette plateforme au mois de novembre dernier. Le refroidissement, l'ajustement de pH, machin. Compliqué. Et donc, on lui dit, oui, mais nous, on adapte nos... Attention, parce que là, on vous entend. Si vous pouvez couper votre micro. Il faut vraiment couper les micros. Merci, Nicole. Merci beaucoup. Merci. Et donc, du coup, une visite que l'on a fait au mois de novembre donc à Cergy-Pontoise en Île-de-France. Et donc, aujourd'hui, on met le zoom sur cette plateforme en Normandie sur le sujet donc, de la sécurité des produits cosmétiques, donc l'association de différentes compétences avec une visite physique des laboratoires que nous programmons aujourd'hui le 10 mai 2022. Donc, on a voulu maintenir cette présentation en digital des compétences, mais il sera possible et très utile de venir sur place, rencontrer les chercheurs et avoir une présentation de certains matériels qui sont présents à Évreux. Donc, invitation est lancée. On vous enverra le lien pour vous inscrire à cette visite physique. Voilà, je te laisse compléter, Nicole, et te présenter. Merci beaucoup. Oui, effectivement, c'est une véritable volonté que l'on a eue avec nos collègues de Cergy-Pontoise et puis Cosmétique Vallée de faire une plateforme avec de la transversalité du domaine des physiciens vers ceux des biologistes et des chimistes. On sait que dans leur labo, ils ont énormément de compétences qui peuvent être mises au service de la cosmétique, des industriels de la cosmétique, en allant pratiquement du produit, de son interaction avec la peau, jusqu'à sa fabrication. Et je pense notamment aux problèmes de mélange, par exemple dans les cuves, de s'assurer que tout est bien mélangé, etc. Donc, mécanique des fluides, etc. Et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude dans les colloques de cosmétiques d'aller jusque-là. Donc, c'est ça l'objectif de la plateforme, particulièrement celle de Normandie, puisqu'on a associé 2 laboratoires de physique qui ont déjà eu des collaborations avec les cosméticiens. Et donc, il est largement temps de le mettre à jour, de le mettre au jour pour vous tous. Et c'est toujours très difficile à présenter, par exemple, à Cosmétique 360, parce que c'est tout concentré sur un seul poster et on n'a pas le temps de détailler. D'où l'importance de cette proposition d'Amandine de faire des focus sur les sites pour que vous puissiez être directement en contact avec les laboratoires concernés ou les industriels concernés, puisqu'on en a nous aussi parmi nos partenaires. Et à ce moment-là, ça devient extrêmement intéressant parce que vous pouvez imaginer, je pense, beaucoup de points d'intérêt pour votre
propre fabrication des produits cosmétiques. Donc voilà, c'est une chose importante qui nous tient à cœur. Donc on l'a inauguré, comme dit Amandine, ça date de 2015. Les inaugurations officielles ont été un peu plus tardives. Mais néanmoins, c'est un service qu'on met au profit de Cosmétiques Vallée et que je souhaite vraiment vous rendre service pour les développements industriels. Voilà, c'est ce que vraiment je voulais dire, cette transversalité entre le domaine des physiciens, leurs compétences, leurs équipements et la mise à disposition pour nous, biologistes et chimistes. Tout à fait. Donc, vous avez bien compris, hein, l'idée, c'est vraiment de pouvoir centraliser, avoir une porte d'entrée pour vous amener à créer des collaborations avec différentes expertises en fonction de votre problématique sur la performance biologique et sensorielle ou sur la sécurité. Ces deux réseaux vous permettent d'avoir accès à une multitude de compétences. Je vous propose de rentrer dans le cœur de la présentation. Donc, comme je vous l'ai dit, on a 3 présentations de partenaires de cette plateforme en Normandie et puis ensuite un témoignage d'une entreprise. Et puis, je vous proposerai ensuite de pouvoir poser vos questions de manière globale sur ces 4 interventions. Amandine, est-ce que tu peux juste rajouter quelque chose, Marc? Je te prie de m'en excuser, mais qui est importante. Les 2 plateformes sont en communication, évidemment. Celle de la Normandie est axée sécurité, innocuité produit. Celle de l'Île-de-France est orientée sur, comme le disait tout à l'heure Amandine, sur l'efficacité cosmétique et le sensoriel. C'est important parce qu'on communique, c'est-à-dire que s'il y a un besoin dans un domaine ou dans un autre, eux sauront aller nous chercher et nous de même. Donc toujours portail unique d'entrée. Voilà, simplement pour compléter. Merci beaucoup. Merci Nicole. Alors, Marc, on te laisse faire ce dur exercice de présentation, en effet, de la compétence de ton laboratoire qui est en lien avec les sujets cosmétiques de notre filière. Tu nous entends? Merci Amandine, et puis bonjour à tous. Je suis très content de pouvoir vous présenter déjà très rapidement tout l'intérêt de se pencher sur la question du microbiote cutané dans le domaine de la cosmétique et avec les différents outils et les différents partenariats qu'on a établis. Ne vous étonnez pas de voir CBSA comme étant l'identification, c'est le nouveau nom de notre laboratoire qui a été donc créé à partir donc, du 1er janvier en réunion avec nos collègues de Caen, au sein d'une même unité. Notre logo évoluera peut-être encore d'ailleurs, ainsi que nos identifiants peut-être très marginalement. Le microbiote cutané, on peut dire que c'est globalement 1 million de micro-organismes au centimètre carré. Il a un rôle clé dans l'équilibre de la peau. Alors, faire toujours très attention, quand je parle de microbiote, je distingue toujours microbiote qui est ce qui est réellement présent sur la peau, ou dans la peau d'ailleurs, puisqu'on connaît des micro-organismes jusqu'au fond du stratum granulosum, donc sous l'épiderme. Et une différence par rapport au microbiome. Le microbiome, c'est tout ce qu'on a pu identifier par les techniques de métagénomique, ça veut dire donc par des approches donc, de séquençage au débit, qui ne sont pas forcément capables d'ailleurs d'aller beaucoup plus loin que ne le sont l'ensemble des techniques plus classiques en termes de complétude de la connaissance de tout le microbiote. C'est un domaine de recherche, ce microbiote cutané, qui est assez récent, puisque en fait, en 2002, il y avait 2 articles sur PubMed. En 2021, on en trouve près de 600. Et l'industrie cosmétique s'est saisie du concept parce que on s'est rendu compte que ce microbiote est essentiel au niveau de la peau. Il est d'autant plus important quand on est avec des cosmétiques avec peu de conservateurs et la demande des consommateurs de produits naturels est en cohérence avec cet intérêt. Aujourd'hui, ce marché du microbiote, vous voyez que si on prend des analyses globales, c'est à peu près 15% sur une période de 5 ans. Ça représente potentiellement jusqu'à, on estime, une augmentation de 5 fois d'ici à 2030. Et il est soutenu par la demande des consommateurs, il est soutenu par la demande du naturel, de l'environnement, puisqu'on aborde le microbe comme un holobionte, et de la lutte contre la pollution. Les éléments limitatifs, c'est le coût de la R&D, le réglementaire qui est forcément très complexe,
et parfois la difficulté du passage de la communication au niveau du non scientifique. Diapositive suivante. Donc, ce microbiote, on peut l'aborder de différentes façons. C'est ce que l'on a fait avec Cosmetomix. Ça peut être dans le cas du produit formulé. C'est un travail, par exemple, qui a été fait entre l'URCOM et le LMSM, où on s'est intéressé aux nanoparticules présentes dans le produit. Ça peut être de l'ordre de la délivrance du produit au niveau de la peau et dans son stockage. C'est tout le travail qui a été réalisé avec Cosmetic Valley dans le cadre donc, de la commission EPMP, donc de l'évaluation protectrice du packaging cosmétique. On peut aussi s'intéresser à la question de ce qui se passe quand le cosmétique arrive au niveau de la peau, puisque ces conservateurs peuvent agir sur la virulence de bactéries de la peau. C'est ce qu'on a vu ici avec certaines bactéries en présence de conservateurs comme la nysine. On peut aussi avoir à vérifier l'absence d'efficacité, l'absence de modification du microbe cutané sous l'effet d'un actif. Ici, c'est des études qui ont été réalisées avec les laboratoires Gilbert sur un soluté oligoskin-bat et sur la modification potentielle de certains biofilms, comme ici sur un lactobacille. Et il est vrai que la directive européenne impose de vérifier l'absence d'impact sur le microbe cutané, sauf bien sûr s'il en est la cible. On peut effectivement donc cibler certains micro-organismes. C'est le cas ici du travail réalisé avec les laboratoires dermatologiques d'Uriage sur l'inhibition de biofilms d'acné, ou la même chose avec une approche très différente au niveau technique sur un dendrimère de lysine, qui a été un travail qui est en cours de publication, un travail qui a été réalisé avec les laboratoires Lucas Meyer. On peut aussi s'intéresser à stimuler ou remplacer le micro-organisme bénéfique, soit par des pré, des pro ou des post-biotiques. La communication est complexe à ce niveau-là, il y a beaucoup d'ambiguïté en termes de sécurité, mais on s'intéresse aussi à la chose, et c'est des choses qu'on va développer et qu'on a déjà développées au travers de différentes approches. Et puis, bien entendu, on peut aussi manipuler le comportement des micro-organismes, c'est-à-dire baisser leur virulence ou leur réponse à des facteurs locaux. C'est le cas de ce qui avait été fait ici entre le LMSM, les laboratoires Giage et BioEurope, ou dans un partenariat bien plus large encore, avec donc un travail réalisé avec Gimopharm, Sequence, Remedials, BioEC et le CDM en particulier. Voilà, je vous remercie pour votre attention. On va dire 5 minutes, je fais 5 minutes 11 secondes. Oui, parfait. Vraiment, l'exercice n'était pas évident. L'exercice n'est pas facile, mais très, très clair. Merci beaucoup. De toute façon, on aura un moment d'échange questions-réponses. Je propose à Esther de prendre ces 5 minutes également pour nous parler en effet d'un sujet que vous traitez chez N2S. Oui, bonjour à tous. Donc, Esther Le Toquin, je suis la chargée d'affaires sur la plateforme N2S pour Normandie Sécurité Sanitaire et je vais vous très brièvement expliquer le plasma thermique comme nouvelle solution, en tout cas solution innovante pour la décontamination. Alors, de façon très rapide, N2S, c'est quoi? Donc, on est un groupement d'intérêt public labellisé plateforme technologique et on est spécialiste dans la sécurité sanitaire. Notre objectif est d'accélérer le transfert de l'innovation entre la recherche fondamentale et les industriels. Donc pour cela, on va s'appuyer sur les différentes compétences de nos membres. Donc on a comme membres au sein du GIP des structures académiques, donc comme le CBSA, anciennement le LMSM, le lycée Sangor et Unilassal. Nous avons 2 centres de transfert technologique, Praxens et Analyse Surface, et enfin une entreprise privée, donc le laboratoire Biogalenis. Donc, nous, on assure une porte d'entrée unique pour les industriels qui ont des besoins dans le domaine de la sécurité sanitaire et on actionne les différentes compétences de nos membres afin de répondre à leurs besoins. Donc, les points sur lesquels nous travaillons, c'est les risques microbiologiques et toxicologiques, les microbiotes, le passage transmembranaire, les analyses de surface et les technologies innovantes de décontamination. Donc, c'est ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui. Donc, N2S labellisé plateforme technologique. Donc, on a acquis au cours du temps diverses technologies innovantes dans le domaine de la décontamination. Donc, on a différents pilotes comme des pilotes de lumière pulsée, des UV LED et mercure, la photocatalyse et très prochainement un pilote pour le plasma thermique dont je vais vous expliquer un petit peu plus aujourd'hui. C'est là-dessus, merci. Donc, de façon très simplifiée, le plasma se définit comme le plasma se définit comme le transfert d'une énergie à partir d'une source, par exemple une décharge électrique, au sein d'un gaz environnant.
C'est dans ce gaz qu'on va avoir génération du plasma avec un mélange d'espèces lourdes, donc des molécules, des atomes, des radicaux libres et des ions, et des espèces légères, donc avec des électrons et des photons. Et donc, c'est dans ce plasma qu'on va retrouver des espèces réactives qui vont pouvoir réagir avec les micro-organismes. Donc, pourquoi s'intéresser au plasma? Parce que c'est une technologie qui est déjà utilisée dans d'autres domaines que celui de la sécurité sanitaire. On va les retrouver par exemple pour la modification des matériaux et des surfaces, dans la soudure et dans bien d'autres utilisations, bien d'autres domaines. Mais en plus de ça, plusieurs études ont prouvé l'efficacité de décontamination du plasma sur des micro-organismes. Une de ces études a été menée au LMSM en 2007 sur l'utilisation d'un plasma de type GliDARC, donc arc glissant, utilisé sur des bactéries phytopathogènes dans une matrice liquide. Et en fait, on a pu voir une diminution du nombre de bactéries vivantes lorsqu'on a mis en contact le plasma avec la matrice liquide, parce que les espèces réactives ont pu rentrer en contact avec les micro-organismes et ont décontaminé la matrice liquide en 8 minutes. De plus, des essais au microscope électronique à balayage ont pu être réalisés. Et comme on peut le voir sur cette figure, donc en A, c'est une bactérie qui n'a pas été touchée par le traitement, par le plasma. Et en D, c'est une bactérie après 5 minutes de temps de traitement. Ah, Nicole, tu as le micro. Donc, je reprends. En A, donc on a une bactérie qui n'a pas été traitée. Et en D, après seulement 5 minutes de temps de traitement, et on voit bien que la structure de la bactérie a été impactée par le traitement plasma. Donc, l'ensemble de ces études et le fait que c'est une technologie qui est déjà utilisée dans un autre domaine que la sécurité sanitaire nous ont poussé à étudier justement cette technologie en termes de sécurité sanitaire afin de savoir si c'est une technologie innovante et bien efficace et en plus qui peut répondre aux besoins des industriels. Donc, c'est pour ça que grâce à l'Université de Rouen et la plateforme Cosmetomix, nous sommes en train d'acquérir un pilote plasma qui sera installé dans le laboratoire Cosmetomix au sein du CSSN, qui est le Centre de sécurité sanitaire de Normandie, sur le site de l'IUT d'Évreux. Donc, ce plasma, ce pilote, va pouvoir générer un plasma sans élévation de température, à une pression atmosphérique, et il est généré par des micro-ondes. En plus, pour répondre aux besoins de l'ensemble des industriels, on va tester ce plasma sur différentes matrices et matériaux, donc que ce soit des packaging, des matrices liquides ou même des matrices pulvérulentes qui sont actuellement un gros problème dans le domaine de la cosmétique et de l'agroalimentaire. Donc, très rapidement, ici, un schéma du futur pilote que nous allons recevoir dans les prochaines semaines. Donc, c'est une énergie micro-ondes qui va qui va être transférée dans le gaz. Et ainsi, on va avoir génération d'une torche de plasma qui va être mise en contact directement avec la contamination. Donc, j'espère pouvoir vous le présenter le 10 mai. Donc, venez nombreux nous voir sur notre plateforme Cosmetomix à Évreux. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Esther. C'est parfait. On est dans les temps. Très bien. Ouais, merci. Je vais donner la parole ensuite à Armelle Cabin, donc, qui va nous parler de l'interaction entre le produit et la peau et donc des outils pour la compréhension de ces mécanismes d'interaction. Armelle. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Oui, vous m'entendez? Très bien. Donc, en fait, je vais vous présenter un petit peu ce que nous faisons au sein du GPM dans le domaine de la cosmétique, puisque le groupe de physique de matériaux à l'Université de Rouen bénéficie d'un parc instrumental extrêmement important. Donc, je vais vous présenter deux des instruments avec lesquels nous travaillons dans les problématiques de la cosmétique. Et donc, en fait, l'idée, c'est de répondre à la question comment, avec une très haute résolution, identifier, localiser, imager et quantifier des composés ou des ingrédients déposés à la surface de la peau et ou ayant pénétré dans la peau. Donc, pour ça, nous avons un premier instrument qui s'appelle le Nano Secondary Ion Mass Spectrometry pour NanoSim 50 de la société Cameca. Qui est un instrument dit lourd que vous voyez, dont vous voyez une photographie au milieu, qui est un instrument d'imagerie qui permet d'étudier la structure de la peau basée non seulement sur sa composition chimique à l'échelle nano,
mais aussi de localiser ou quantifier des éléments d'intérêt qui proviennent d'une formulation lorsqu'on a appliqué la formulation à la surface de la peau et suivre le devenir du composé. Alors, pour ce faire, c'est un instrument qui est basé sur la recherche d'éléments chimiques de la masse 1 à la masse 300, donc un très, très large spectre. Et donc, nous l'utilisons pour regarder les éléments abondants dans la matrice cutanée, tels que l'hydrogène, le carbone, l'azote, l'oxygène, le soufre et le phosphore. Mais on peut aussi regarder des halogènes, les alcalins, les alcalinotéreux, les métaux, qu'ils soient sous forme ionique ou nanoparticules, et puis aussi des isotopes stables tels que le deutérium, le carbone 13, l'azote 15, l'oxygène, ou bien les isotopes du soufre, du silicium, du phosphore, du titane, et on peut aussi voir le cuivre, etc. Alors, je vous présente ici quelques exemples d'images que l'on a pu acquérir. Donc, vous avez à gauche une image de structure de peau en vert avec le stratum corneum. Et on voit en rose, dans cette structure verte, en rose, les noyaux cellulaires. À la surface de cette peau, on a déposé une formulation dont un des ingrédients était halogéné. Donc, c'est ce qu'on voit en bleu. Et en dessous, vous avez la même image, mais cette fois-ci d'ingrédients ayant été deutérés. Et on voit que donc c'est en niveau de gris. Et vous voyez qu'en fait, l'ingrédient n'a pas pénétré à l'intérieur de la peau. Donc, c'est une étude qui a été importante pour nous. Et puis, vous avez sur l'image d'à côté la possibilité de faire ce qu'on appelle un profil en profondeur, c'est-à-dire quantifier la pénétration des éléments et donc de les localiser à l'intérieur de la peau. L'image centrale, c'est une image qui vous permet par les pixels rouges, de montrer que dans un nanovolume, on a un certain nombre de molécules qui ont été marquées isotopiquement, par exemple. Et donc, on peut faire à la fois leur localisation et leur quantification. Et donc, vous voyez qu'ici, les pixels rouges sont plutôt localisés sur des structures viables, donc plus ou moins profondes, mais pas tellement dans le stratum corneum. À l'inverse, sur l'image de droite, on a appliqué une formulation à la surface de la peau. La formulation, vous la voyez en bleu, à la surface des cornéocytes. Et puis, dans cette formulation, il y a des nanoparticules qui sont parfaitement identifiables par ces petites masses rouges. Donc, on peut faire tout un tas de quantification, de localisation, identification, discrimination avec cet instrument. Avec le deuxième instrument qui est sur l'autre diapositive, s'il vous plaît. Pas de mal. Nous avons donc un microscope électronique à transmission qui est d'une génération très récente et de très haut potentiel parce qu'il va à la résolution atomique. C'est le STEM ARM 200F de chez Geol. Alors, c'est un microscope électronique, donc je pense que beaucoup de gens connaissent les principes de cet instrument que vous voyez en image à droite. Sauf que cet instrument descend à l'échelle atomique et donc ça permet d'avoir une très haute résolution en imagerie, mais aussi en identification chimique. Donc, ce qui permet de faire une cartographie chimique des éléments composant la zone analysée. Et donc, ces éléments sont identifiés à partir de la masse 12, à partir du carbone, eh bien, avec des masses de plus en plus grandes, par spectroscopie à rayons X à dispersion d'énergie. Donc, j'ai voulu vous montrer un petit peu le potentiel de cet instrument appliqué à la peau, puisque en fait, on travaille depuis pas très très longtemps sur cet instrument, mais on a pu quand même déjà avoir pas mal d'informations. Vous avez à gauche une structure de peau en microscope électronique transmission, qui est une image assez classique, assez connue. Et vous voyez qu'on peut mettre aussi en évidence des nanoparticules à la surface de la peau. Donc, ce sont les petites surfaces noires sur l'image en fond clair ou bien blanches sur l'image en fond sombre. Et puis l'équivalent en cartographie chimique où là, on a différents éléments de différentes natures de l'élément du tableau périodique qui ont été acquises et ces images sont superposées, ce qui vous donne une image de cartographie en couleur. Alors, en faisant un profil de dispersion d'énergie, on peut parfaitement identifier la nature des éléments analysés.
Donc, c'est un instrument qui est complémentaire du NanoSim 50 que je vous ai présenté précédemment. Les deux instruments ont tous les deux des vertus intéressantes. Ils sont de très haute résolution, tant en images qu'en analyse chimique, mais sont complémentaires parce qu'ils ont chacun des performances un petit peu différentes et complémentaires. Le point fort du SIMS, c'est de faire des analyses isotopiques que ne fait pas l'ARM, mais somme toute, ce sont deux instruments qui sont vraiment très puissants et très importants pour pouvoir identifier sur la peau ou dans la peau des ingrédients. Je vous remercie. Écoute, merci beaucoup Armelle. Parfait, c'était très clair. Et donc, du coup, ce que je peux vous proposer, c'est justement de pouvoir réagir peut-être avant le témoignage de l'entreprise Laboratoire Gilbert. Alors, je vais être obligée de faire échappe et ne plus partager pour voir si vous avez des réactions. Voilà. Que ce soit sur justement le travail présenté, les compétences du laboratoire de Marc Feuillolet. Donc, j'ai perdu le nouvel acronyme, je suis encore à l'ancien, le CBSA. Voilà. Ou alors sur l'intervention d'Esther pour nous parler plus particulièrement de la technologie plasma. Ou alors Armelle pour pouvoir travailler sur en effet la compréhension des mécanismes d'interaction entre le produit et la peau. Ça nous permet en effet d'avoir une vision en étant en focalisant sur des sujets particuliers d'actualité et parfaitement cohérents par rapport à nos problématiques en cosmétique. Après, il y a la compétence plus globale qui est apportée par ce laboratoire et ses membres qui peuvent amener vers d'autres sujets de collaboration également. Pas d'intervention particulière. Je regarde dans le chat aussi si par écrit il y a des questions ou des commentaires. N'hésitez pas. Hop, hop. Bon, je ne vois pas d'intervention particulière. Donc, je vois Sophie Rouif qui nous avait interpellé en cherchant le programme de cet événement. Donc, il a dû vous être envoyé avec l'invitation et le lien ce matin. Donc, on a 3 laboratoires de Cosmetomics qui nous ont présenté leur expertise, les sujets de leur recherche. On va voir le témoignage du laboratoire Gilbert et puis 3 autres témoignages de laboratoires partenaires de Cosmetomics, de l'entreprise Bioganis également partenaire de Cosmetomics et puis le témoignage de l'entreprise Lucas Meyer. Il y a une question au sujet du plasma thermique par rapport à la stérilisation par irradiation. Oui, tout à fait. Je ne sais pas si, Michael, vous voulez prendre la parole. Donc, vis-à-vis de la... Oui, bonjour. Bonjour, Michael. Bonjour, Michael Goncy. Je suis responsable qualité chez Sassis CFPA. Ma question, en fait, donc merci pour vos interventions, c'est très intéressant. Nous, on a une problématique, comme vous l'avez très bien expliqué, au niveau de la décontamination des produits finis. Et notamment, il y a l'irradiation qui est très efficace, mais qui est décriée. Comment est-ce que se place justement le plasma athermique par rapport à cette technologie? Est-ce que c'est quelque chose d'interdit, entre guillemets, pour Cosmos Alors, non, justement, on a vraiment fait le choix de travailler sur cette technologie, puisque déjà, elle est innovante, donc ça permettrait d'éviter les irradiations. Mais elle est justement innovante parce que pour l'instant, il n'y a pas d'interdiction sur l'utilisation du plasma. C'est pas encore au niveau Cosmos, il y a pas de... mais certainement, comparé à l'irradiation, il n'y en aura pas parce qu'on est sur l'utilisation d'espèces réactives oxydantes et non pas sur l'utilisation de souches d'irradiation comme il y en a pour le rayon gamma. Donc, pour l'instant, comme c'est trop innovant, c'est pas interdit, mais pour l'instant, ça ne rentre pas encore dedans.
mais il n'y a pas de souci. Il y a des chances que ce soit reconnu voilà, et que ça puisse passer ensuite de manière positive. C'est ça. On est sur des espèces oxydantes et non pas sur des traitements par irradiation. C'est une technique, Esther, qui a été utilisée en agroalimentaire. Hein. Oui. Oui. Alors, en ayant fait de la biblio, c'est une technique qui est en effet utilisée en agroalimentaire, mais pas encore installée sur des chaînes de production. On a pu, par exemple, observer un projet qui s'est très bien passé sur des salades en Espagne. Et en effet, ils ont réussi à commercialiser derrière les salades qui ont été traitées par le plasma. Et en plus de ça, ils ont réussi à traiter leurs salades qui étaient en sachet par le plasma. D'accord, ok, très bien. En créant justement les espèces réactives au sein du sachet de salade. Donc, il y a des choses, mais c'est vrai que du coup, c'est encore une technologie innovante et c'est pour ça qu'on fait le choix de travailler dessus. Et vous savez s'il y a des coproduits ou des résidus qui pourraient être formés à cause de cette technologie? Bah justement, ça va faire partie de ce qu'on va étudier parce qu'il ne faut pas qu'il reste non plus des espèces oxydantes après traitement. Mais suite à la biblio, c'est vrai que les espèces oxydantes généralement réagissent vite, donc il pourrait ne pas y avoir de résidus après traitement. Mais ça sera quelque chose qu'il faudra de toute façon étudier. D'accord. Très bien, merci. Ce n'est pas les résidus, je pense, qui peuvent être un problème. S'il y en a, ce n'est pas les résidus, effectivement, parce qu'ils doivent disparaître. C'est les impacts, peut-être, sur certaines molécules fragiles. Ouais, c'est la peroxydation. Voilà, c'est ça. C'est ça, avec peut-être génération de sous-produits, et ça sera à étudier, justement. Peroxydation de lipides, des choses de ce genre. Oui, c'est toute l'expérimentation qu'il faut mener pour justement définir exactement le protocole d'utilisation pour répondre au cahier des charges. J'ai l'impression que Sophie Rouy voulait intervenir, mais... Allez-y. Oui, bonjour. Sophie, bonjour. Voilà. Je suis de la société Ionisos. Je m'occupe de la R&D. Et on fait de la stérilisation par irradiation. Et justement, je voulais intervenir pour repositionner les choses. C'est que l'irradiation est stérilisante et aujourd'hui, le plasma, il y a quand même encore beaucoup d'études pour démontrer qu'il est stérilisant, mais par contre, il est décontaminant. Donc, il faut faire la différence. Et ensuite, je comprends que dans le cosmos, le gamma ne soit pas accepté parce qu'en fait, il utilise sur la base une source radioactive qui est le cobalt-60, même si on n'utilise que le rayonnement émis par cette source. Mais les électrons accélérés, c'est une autre technique d'irradiation pour stériliser et décontaminer. Et ça crée des radicaux libres, tout comme le plasma peut en créer. Hein. Donc après, on revient sur le même sujet qui peut être commun aux deux, c'est de rechercher les espèces oxydantes et les sous-produits que les deux technos peuvent générer au sein de ce qu'on traite. Hein. Tout à fait d'accord. Je crois que de toute façon, il n'y a aucune technologie qui est parfaite. Hein. Chaque technologie a son domaine d'application. Et en fonction de ce qu'on veut obtenir et de ce qu'on va rechercher, et voire même du niveau de contamination initiale, on a un intérêt dans une ou dans l'autre. Hein. Je crois que c'est vraiment… Oui, parce que oui, comme vous l'avez dit, en plus, ça dépend si on cherche une stérilisation ou une décontamination. Il faut être aussi, voir par rapport aux normes et les attentes de chacun, quoi. Par contre, moi, je suis très étonnée, c'est la stérilisation sur la décontamination sur le côté liquide avec le plasma. Oui, parce qu'en fait, comme c'était en turbulence, du coup, les espèces réactives sont rentrées en contact avec les micro-organismes. D'accord, ok. Je comprends. Merci. Merci. Je ne sais pas s'il y a, comme j'ai du mal avec l'outil, je ne le connais pas bien, je ne sais pas s'il y a d'autres interventions. Je vais prendre la parole, Amandine, j'ai levé la main, mais on comprend bien que ce n'est pas très pratique pour toi. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, je vais me présenter après parce que je vais parler dans pas très longtemps. Merci en tout cas aux premiers intervenants. J'avais une question pour Armelle, parce que là, je trouve que ce que tu présentes, Armelle, est extrêmement convaincant, extrêmement intéressant. Je voulais connaître, avoir des éléments sur les éventuelles contraintes de préparation d'échantillons avant de faire de telles analyses sur les deux appareils que tu as présentés, en fait. Parce que je sais que c'est souvent une contrainte très forte dès lors qu'on peut aller chercher des informations sur la peau.
Oui, je confirme. Donc, en fait, il y a 2 niveaux de contraintes. Il y a le premier, le fait que l'on travaille sous vide et sous ultra-vide. Un vide très poussé, hein, on va jusqu'à 10-10 torr. Donc, il faut que ce soit des échantillons qui soient complètement déshydratés. Et donc, la peau, évidemment, n'est plus de la peau vivante. Hein, et, elle aura été vivante au moment de la dépôt de la formulation, mais après, on déshydrate et on inclut en résine de manière à durcir l'échantillon pour pouvoir en faire des coupes très fines, puisqu'en fait, en microscopie électronique, on a besoin de travailler sur des épaisseurs qui sont inférieures à 100 nanomètres d'épaisseur pour les études. Donc ça, c'est la première contrainte. Et la deuxième, qui est que pour arriver à déshydrater l'échantillon, il faut évidemment utiliser plusieurs procédés. Et il y en a un qui est un très bon candidat, qui est de congeler l'échantillon très très rapidement dans de l'azote liquide, de manière à immobiliser toutes les substances facilement diffusibles. Parce que si on veut aller chercher des ions très diffusibles, des molécules petites et qui ont la possibilité de passer d'une structure à une autre, il faut évidemment les bloquer très très vite. Et donc, ce sont des temps extrêmement courts de congélation. Et on a en plus une glace vitreuse qui permet d'éviter de déstructurer les cellules par la formation de cristaux. Donc, on passe par de la cryofixation avant d'inclure en résine. Est-ce que ça répond aux questions? Parfaitement, merci beaucoup. De rien. C'est très clair, merci. Armelle, tu n'utilises plus le propane pâteux? Non. Comme on avait utilisé avec Camille, il fut un temps. C'est la meilleure technique pour avoir des échantillons. Un peu délicate de mise en œuvre, c'est tout. Exactement, exactement. Non, on ne l'utilise plus parce que maintenant, on a des automates qui fonctionnent très bien et qui donnent des très bons résultats. Merci beaucoup. Du coup, je continue à faire le maître du temps et puis je pense que du coup, c'est l'heure d'entendre le témoignage du coup de Joanne du laboratoire Gilbert. Je ne sais pas si Joanne, tu nous entends? Oui, c'est bon. Bonjour Amandine. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Je te laisse partager ta présentation pour nous parler un petit peu du sujet que vous avez travaillé et puis finalement, ce qui intéresse, je pense, les participants aussi, c'est de comprendre comment l'interaction avec la plateforme peut permettre d'aider à lever certaines questions techniques. Ok, très bien. Voilà. Donc, bonjour à tous. D'abord, merci beaucoup de m'avoir invité pour ce webinaire. Ça permet de témoigner un petit peu de la collaboration que nous avons eue depuis quelques années avec la plateforme Cosmetomix et notamment le laboratoire CBSA. Donc, excuse-moi Marc, je n'ai pas ton nouveau logo, donc je me suis restreint à l'ancien. C'est pas un problème, ça va être transitoire. Donc voilà, notamment, donc j'ai introduit le sujet. Donc nous avons travaillé notamment avec Marc du laboratoire CBSA sur l'impact de soluté d'origine marine sur différents microbiotes. En fait, on a donc je vais vous présenter dans un premier temps un peu nos activités au sein du laboratoire Gilbert. L'actif qu'on a testé avec Marc et ce qu'il est possible de faire en fait, à travers cette collaboration et le personnel de ce laboratoire. Les laboratoires Gilbert, d'abord, le groupe Gilbert en quelques mots, donc d'abord quelques chiffres. C'est une société qui est vieille de 117 ans et qui représente un chiffre d'affaires de 219 millions d'euros. Aujourd'hui, après le rachat de plusieurs groupes, on a à peu près 1400 collaborateurs répartis sur des sites en France et à l'étranger. Donc, nous avons 4 activités principales, donc pharmaceutique, cosmétique, façonnage et aussi un groupe spa et institut. Donc, il faut savoir que depuis les années 1960, ça a été racheté par la famille Batter. Donc, on constitue un groupe familial à 100%. Nous avons actuellement 39 marques propres, cosmétiques et pharmaceutiques, et 8 marques en distribution. Au niveau du secteur du monde bébé,
par rapport à notre demande, nous sommes numéro 1. Nous avons à peu près 6 sites de production basés en France, 5 filiales et bureaux de représentation à l'étranger. Et nous sommes distribués dans 86 pays au travers des différentes régions mondiales. Donc, pour vous faire un petit historique, donc, les laboratoires Gilbert, c'est une société qui a été créée en 1904 par Alexandre Gilbert, un pharmacien d'officine, qui a développé un emplâtre à base d'extrait de feuilles de saule. Donc, ça a été le premier produit commercialisé par les laboratoires Gilbert, qui est toujours en production, je tiens à le préciser. Donc, c'est quelque chose que l'on garde à cœur de produire. Dans les années 1960, ça a été racheté par la famille Batter, le grand-père, qui a installé les laboratoires Gilbert à Hérouville-Saint-Clair, qui est près de Caen, donc ce qui en fait une région normande, une entreprise normande. Et donc, nous avons Monsieur Batter, père, Laurent Batter, il a développé en fait toute cette activité au sein de la France. Et actuellement, c'est le petit-fils, Cédric Batter, qui a repris les rênes et qui tente de faire croître cette entreprise à l'international. Donc, au niveau de nos productions, nous sommes reconnus au niveau mondial, notamment par rapport à la fabrique d'unidoses. On est capable actuellement sur notre site de produire plus d'1 milliard d'unidoses par an. Donc, au niveau de nos sites de production, donc notre siège social, comme je vous l'ai dit, se trouve à Hérouville-Saint-Clair, où on retrouve également différents sites cosmétiques et pharmaceutiques. Nous avons aussi des usines en Bretagne et dans la région parisienne. Et nous avons également le siège de notre groupe Institut ESPA qui se trouve à Chamonix, dans la région du Rhône-Alpes. Donc, au niveau de l'international, nous avons 5 filiales et bureaux de représentation en Belgique, au Maroc, en Italie, en Inde et en Chine. Et comme je vous l'ai dit précédemment, nous sommes distribués à peu près dans 86 pays. L'ensemble de l'export représente à peu près 30% du chiffre d'affaires et nous tendons à accroître ce chiffre dans les années à venir. Donc, notre activité principale et notre expertise s'articulent autour de 4 activités. Donc, une activité pharmaceutique, une activité cosmétique, façonnage et enfin un groupe spa et institut. Donc, au sein de notre proposition pharmaceutique, donc, nous avons à cœur de proposer des produits du quotidien qui vont aider les consommateurs dans la recherche du mieux-être et d'améliorer leur capital santé. Donc, au travers de différentes marques réparties dans 3 groupes, Monde du bébé, santé familiale et santé naturelle, nous avons des expertises au niveau complément alimentaire, homéopathie, aromathérapie et autres domaines d'expertise. Donc, nous avons aussi toute une gamme cosmétique et hygiène, donc une gamme que l'on va pouvoir retrouver soit en pharmacie à travers des marques Leno, Neutraderm, Epoa et le comptoir du bain, où en fait la recherche de naturalité des ingrédients est au cœur du credo en fait des laboratoires Gilbert, et ce qui va nous permettre derrière de tester en fait aussi l'efficacité de ces produits sur différents modèles. Et nous avons aussi une gamme de produits de luxe qui sont distribués au sein de nos instituts ESPA. Donc nous proposons aussi des solutions. Je t'alerte simplement sur le fait qu'il nous reste une dizaine de minutes pour pouvoir. Oui, ça va, je me dépêche. Pardon, merci. Donc, nous avons aussi des propositions façonnage avec des solutions clés en main, R&D, production, réglementaire, juridique, et aussi tout un groupe au travers de 3 instituts Deep Nature, 5 Mondes et Algotherm. Oui, je sais. Qui regroupent. Je savais que tu étais là, donc je me Coupez suis les douté micros que c'était toi. si vous Oui. si vous parlez pas. Merci. Donc Alors, depuis. on a un prospect, là. Laboratoire Gilbert. Allô. Bon, allô. Au monde de la cosmétique pour enfants, machin. Alors, moi, ce que je peux. Couper, S'il vous plaît, vous pouvez couper vos micros. Parce qu'il y a des interactions avec. Merci. Donc, Merci. nous avons différents
différents champs d'innovation que nous avons développés au travers de 8 piliers qui regroupent notamment tout ce qui est études autour du microbiome microbiome du bébé, mais aussi valoriser les actifs marins comme par exemple l'eau de mer. Et dans ce cadre présent, en fait, nous avons développé un ingrédient actif, le complexe active oligoskin, qui est basé en fait sur une purification de l'eau de mer pour en tirer en fait un principe actif. Donc, brièvement, je vais vous présenter un petit peu le principe d'obtention de ce principe actif. Donc, il faut savoir que l'eau de mer, ce n'est pas seulement du sel, hein, c'est aussi enrichi en oligo-éléments. Et donc, à travers d'un un point de puisage qui se trouve dans la mer d'Iroise, où les paramètres sont contrôlés notamment par des balises, nous avons tenu en fait à préserver cet écosystème et en tirer en fait le meilleur parti au travers de ces oligo-éléments. Donc il faut savoir que l'eau de mer, comme je le disais, c'est pas seulement du sel, on a aussi d'autres minéraux comme le zinc, le potassium, le soufre, le manganèse, le calcium et le cuivre. Donc, à travers de tout ceci, nous cherchons en fait à exploiter au mieux cette ressource naturelle pour pouvoir en fait le proposer au travers de nos produits. Donc cette première étape en fait d'obtention de notre principe actif, ça va être l'ultrafiltration. Au travers d'une membrane et d'un principe d'ultrafiltration, nous avons une première étape pour éliminer les micro-organismes et les impuretés qui contaminent cette eau. Et la seconde étape, en fait, va nous servir en fait, à désaliniser l'eau pour une bonne compatibilité avec la peau notamment. Donc, par une étape d'électrodialyse, en fait, nous allons appauvrir notre milieu en sodium et chlorure pour dessaler l'eau. Donc, ce qui fait qu'on a à peu près une concentration à peu près équivalente en cation divalent que nous voulons garder. Et nous avons un appauvrissement en sodium et en chlorure. La dernière étape, c'est une étape de nanofiltration où en fait, on va venir appliquer une pression à travers une membrane qui va permettre de concentrer les ions d'intérêt comme le calcium, le magnésium et aussi les éléments traces qui peuvent être intéressants. Et en fait, on va exploiter ce concentrat pour en faire notre eau idéale, le complexe active oligoskin. Donc, c'est une technologie que nous avons brevetée. Donc, à partir d'une eau de mer contrôlée, nous avons appauvri en ions monovalents et enrichi en cations divalents pour en faire une eau idéale qui présente un intérêt au niveau de la physiologie humaine. Donc, on peut voir sur ce tableau-là que, en fait, on a bien appauvri le sodium et tout ce qui est chloride et concentré sur les macro-éléments au niveau du calcium et du magnésium, au niveau du cuivre et du zinc. Donc, ce traitement fait de cette eau une eau de mer légèrement hypertonique qui facilite la pénétration des oligo-éléments et c'est aussi un actif adapté à l'application sur la peau puisqu'on retrouve un pH physiologique adapté à la peau qui est de 5,5. Donc, dans ce cadre-là, nous avons exploité au travers de différents produits, notamment cet ingrédient actif, l'actif oligoskin, mais aussi des solutés d'eau de mer isotonique au travers de différentes sphères du corps humain. Donc, on a des efficacités prouvées pour la sphère ORL, pour la sphère pulmonaire, mais aussi pour la peau. Donc, dans cette recherche d'efficacité et de sécurité, nous avons voulu aussi regarder l'impact de ces solutés sur les microbiomes humains, puisqu'on sait qu'actuellement, le microbiote joue un rôle important dans l'équilibre et l'homéostasie de l'organisme. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous avons établi une collaboration pérenne avec le laboratoire CBSA, donc au travers de 4 projets qui ont commencé depuis 2018. Donc, nous avons terminé 3 et nous allons bientôt en commencer 4e. Juste pour information, notre projet StaffMix, qui vient de se terminer, a été réalisé par le label Cosmetic Valley.
Donc, un exemple d'exploitation en fait du soluté oligoactif, c'est pour les peaux atopiques. Nous proposons une solution pour traiter ce problème de peau. Et comme on sait, dans la dermatite atopique, il y a des anomalies au niveau du microbiome de la peau. Donc, au niveau de la peau saine, on a une flore normale, diversifiée, où les organismes opportunistes en fait, sont en compétition avec le microbiote naturel de la peau et tout ça va tendre vers un certain équilibre. Au contraire, sur les peaux atopiques, la diversité baisse et ce qui permet aux micro-organismes pathogènes de proliférer, comme ici Staphylococcus aureus, provoquant ainsi des inflammations au niveau de la peau et aggravant les lésions de la dermatite atopique. Donc, en conséquence, on a un déséquilibre sur la peau qu'on appelle des dysbioses à la surface de la peau. On a un développement de micro-organismes pathogènes, détérioration de la barrière cutanée, la pénétration d'allergènes et de micro-organismes et une inflammation de la peau. Donc, au travers de ces études, nous avons montré qu'il est important, au travers de notre actif, d'utiliser des ingrédients qui ne perturbent pas l'équilibre microbien. Donc, nous avons montré qu'ils respectent le microbiome cutané au travers de l'étude de différents micro-organismes de ce microbiome, notamment celui du bébé. Et nous avons également montré qu'il a l'action de renforcer l'aspect compétiteur en fait, du microbiome condamné contre les pathogènes impliqués dans cette maladie. Donc, voici, je vais vous présenter maintenant ce qu'on a pu étudier avec le laboratoire CBSA et par l'intermédiaire de Marc. Donc, on a pu étudier l'effet d'un actif sur le microbiome de la peau. Donc, ce laboratoire possède des dispositifs pour rendre possible ces études, notamment la culture de micro-organismes, ce qui nous a permis de voir la survie des micro-organismes en fonction de différentes concentrations de notre actif et de voir aussi sa capacité naturelle à former des biofilms. Le but étant ici de montrer qu'il n'y a pas forcément d'impact de notre actif en fait, sur toutes les caractéristiques de ces micro-organismes qui sont importants pour la peau. Nous avons également, à travers de ces projets, étudié les interactions entre deux micro-organismes de la peau, notamment un pathogène et un micro-organisme du microbiote cutané. Donc, grâce à des techniques de génie génétique dont dispose le laboratoire, nous avons pu les différencier au travers de différents fluorochromes, en fait, ce qui nous a permis de les situer les unes par rapport aux autres. Donc, et étudier en fait la survie des deux micro-organismes en présence ou non de notre ingrédient, donc des suivis de co-culture grâce aux techniques de cytométrie en flux et au fluorochrome, nous avons pu différencier les deux populations et voir un petit peu comment elles se comportaient les unes par rapport aux autres avec et sans notre actif, mais également nous avons étudié leur capacité à former des biofilms sous l'action en fait, de cet ingrédient, grâce à une technique qui est au point dans ce laboratoire, qui est la microscopie confocale à balayage laser. Donc, vous pouvez voir sur ces différents diapos, donc ici en rouge, vous avez un micro-organisme et en vert, c'est l'ensemble des micro-organismes. Et en fait, en présence de notre soluté ou les concentrations témoins, on voit que les structures en fait, sont différentes. Donc, d'où l'action en fait, de notre ingrédient actif. Donc, non seulement on peut étudier l'interaction entre les micro-organismes, mais on a pu aussi voir comment l'interaction des différentes bactéries du microbiote avec les cellules de la peau, donc au travers de co-culture cellules de peau micro-organismes, ce qui nous permet de voir l'impact en fait sur le côté invasif de ces micro-organismes, si on altère ou si on amplifie en fait ces caractéristiques vis-à-vis des cellules de la peau, mais également les capacités d'adhésion naturelle des micro-organismes et les mécanismes d'invasion des cellules. Donc, voici un petit résumé de ce qu'on a tiré en fait de ce bénéfice au travers de cette collaboration. Donc, pourquoi collaborer avec la plateforme Cosmetomix? Donc, ça vous permet d'avoir une forte expertise au niveau des microbiotes humains et que possède Marc, il n'y a pas de souci. L'accès à des instruments de pointe utilisés en recherche fondamentale. On a également accès à une collection de micro-organismes isolés sur l'homme.
Nous avons notamment bénéficié de l'aide d'un ingénieur d'études qui a été recruté pour ce projet, qui nous a permis d'avoir accès facilement aux techniques et sans formation. Marc a été un interlocuteur de choix pour coordonner le projet, qui, à travers son écoute et son adaptation, a pu trouver des solutions à nos problèmes de recherche appliquée. Nous avons bénéficié d'une rapidité d'exécution et une réactivité dans les réponses. C'est aussi un soutien pour les audits, une expertise reconnue. Et dans le cadre de notre politique RSE que nous avons mis en place au sein de Laboratoire Gilbert, nous avons pu aussi valoriser ce travail régional, public et privé. Voilà pour ce qui concerne notre collaboration. Merci Joanne. Écoute, c'est très clair. Ça nous permet en effet d'illustrer un partenariat avec l'industrie sur un des partenaires de cette plateforme. Alors, je dirais que peut-être au travers des interventions d'aujourd'hui sur les autres compétences apportées par la plateforme, il peut y avoir des ponts sur ce sujet, sur d'autres sujets avec le laboratoire Gilbert. C'est bien l'intérêt de la mise en commun finalement d'expertise complémentaires que de pouvoir proposer des services complémentaires à ce qu'on a déjà identifié comme étant la motivation première de notre partenariat, de pouvoir se dire, tiens, peut-être qu'il y a aussi un autre laboratoire, un autre partenaire de cette plateforme qui peut apporter autre chose qui serait nécessaire pour le projet. Tout à fait. Donc, merci. Je te rends la main? Oui, je vais reprendre la main. Pas de souci. Est-ce qu'il y a des interventions, des questions, des remarques? Donc, j'ai une question. Oui. C'est Christophe Dumouchel. Bonjour tout le monde. Bonjour. Merci pour cette présentation. J'ai trouvé ça très intéressant. À un moment de la présentation, vous avez mentionné un travail qui a été fait sur la sphère ORL et les poumons. Oui. Vous pourriez en dire un mot sur ce qui a été posé comme question et ce qui a été réalisé comme travail? Oui, en fait, nous avons travaillé en fait et nous allons continuer à travailler dessus, c'est l'objet d'un futur projet, sur en fait l'impact des solutés que nous avons sur le microbiome en fait de la sphère ORL, mais aussi des poumons, leur capacité de survie en présence de l'ingrédient, si on modifie en fait la physiologie des interactions, c'est-à-dire les capacités d'invasion, d'adhésion des cellules, mais aussi nous avons aussi regardé d'un autre côté l'action en fait de ces actifs sur des pathogènes de ces sphères. Donc pour voir en fait si on avait bien une différence, on respectait bien le microbiome et on avait une action en fait derrière sur des micro-organismes plutôt opportunistes. D'accord. Pardon. Oui, d'accord. Merci. D'accord. Merci. Alors là, vous voyez mon écran. Je repartage la suite de la présentation. Voilà. Donc, du coup, la suite de notre programme, c'était de pouvoir écouter Michel, qui nous a fait écouter sa voix tout à l'heure, mais pour nous parler des compétences de l'URCOM qui peuvent être sollicitées aussi dans le cadre de cette plateforme. Merci Amandine. Bonjour à tous, à toutes. C'est un plaisir de vous retrouver, même si ce n'est que très virtuel. Mais en tout cas, j'ai reconnu un certain nombre de personnes que je connais déjà autour de la table. Donc, c'est vraiment un plaisir cet après-midi. Alors, je vais essayer en 5 minutes, je vais essayer de respecter, ce qui n'est pas une mince affaire, la performance de Marc, qui est assez connue pour plutôt déborder habituellement. Donc, en tout cas, félicitations à toi, Marc. Alors, juste sur la slide suivante, je vais vous présenter très rapidement les compétences en fait, du laboratoire dont je viens, donc l'URCOM qui est basé au Havre et qui est membre de cette plateforme Cosmetomics. Tu peux cliquer, alors j'ai laissé une animation, je pense qu'elle n'est pas forcément utile. En fait, pour situer un petit peu les activités et les domaines d'intérêt que l'on a au laboratoire. Alors, nous sommes un laboratoire de chimie.
mais un laboratoire de chimie et de physico-chimie avec finalement des connexions assez fortes depuis déjà longtemps avec des domaines appliqués, en particulier dans le domaine de la cosmétique. Alors, notre point de départ, c'est d'abord les molécules, et en particulier les polymères, mais pas que. Et en fait, on s'intéresse à comprendre la structure, à analyser la structure, et puis ensuite, on étudie ces composés, ces molécules seules ou en mélange, en solution, dans des systèmes un petit peu plus complexes, hein, des mélanges, des gels, et puis ensuite, on passe aux émulsions. Et on va jusqu'à formuler au laboratoire des milieux, des émulsions notamment, mais ça peut être tout type, des milieux complexes hein, qui se rapprochent de produits que l'on peut retrouver sur le marché, en maîtrisant à la fois la composition, le procédé de fabrication. Et on s'intéresse par le biais d'un certain nombre d'approches qui vont de l'analyse chimique, physico-chimique, de différents types d'analyses, donc jusqu'à l'analyse sensorielle. On s'intéresse à comprendre finalement ce qui explique, ce qui gouverne le comportement de ces composés dans des mélanges complexes et finalement leurs propriétés, notamment applicatives et en particulier celles que l'on peut ressentir au plan sensoriel. Voilà, donc ça, c'est un petit peu l'état d'esprit dans lequel on travaille. Alors, avec des compétences qui sont des compétences de chimistes, mais aussi et beaucoup d'analystes, avec des outils des approches analytiques conventionnelles ou pas au laboratoire. On a également développé des compétences dans le domaine de la formulation. Et puis, finalement, tout ce qui va être étude de ces systèmes complexes au plan physique, au plan physico-chimique, mécanique, rhéologique, etc., etc. Voilà. Et puis, une compétence qui est assez remarquable aussi sur le territoire, hein, qui est une compétence assez reconnue dans le domaine de l'analyse sensorielle, à la fois dans le domaine cosmétique, mais également dans le domaine olfactif. Voilà, donc sur la slide suivante, alors j'ai donné quelques... Donc voilà, on a une spécialisation assez marquée dans le domaine cosmétique depuis une bonne quinzaine d'années maintenant. Alors j'ai essayé de donner quelques illustrations de projets que l'on a pu mener, alors souvent en partenariat d'ailleurs avec des industriels du secteur de la cosmétique, que ce soit des fournisseurs d'ingrédients, mais également des industriels intéressés à développer des produits finis, de la formulation. Voilà, donc on s'intéresse notamment aux interactions entre les ingrédients ou les produits et la peau, avec là encore différentes approches qui sont des approches d'analyse de surface, hein, telles que la thermodynamique de surface, la mouillabilité de surface. Alors on a pu, à travers différents projets, travailler avec des industriels, et notamment je sais qu'il y a BioC aujourd'hui, donc on a eu la chance de pouvoir accéder à des explants de peau, et puis finalement on a aussi récemment développé un modèle de peau, un modèle synthétique de peau, l'occasion de remercier la Cosmétique Vallée parce qu'on a été primé dans le cadre des Cosmétiques Victories sur ce modèle. Donc ça, c'est un exemple avec l'idée étant de comprendre comment interagissent donc les ingrédients, les produits avec la peau et finalement comment est-ce qu'on peut expliquer. Alors, peut-être aller jusqu'à l'efficacité, mais au moins la facilité d'étalement, les interactions, le résidu qu'on peut obtenir sur la peau. On s'intéresse aussi, comme je vous le disais, à de la formulation. Alors ici, j'ai donné un exemple qui consiste à étudier l'impact du procédé de formulation sur finalement la capacité qu'on va avoir à disperser, à obtenir des milieux dispersés, homogènes, stables. Et ici, vous avez une illustration avec l'utilisation de procédés ultrasons pour fabriquer à partir exactement de la même préparation. Ici, c'était avec des particules donc pour fabriquer des émissions de picrine. Donc avec un impact très marqué du procédé sur le résultat final, sur la microstructure, et puis également, c'est ce qu'on retrouve sur le graphique tout en bas, l'impact sur des propriétés de texture que l'on peut mesurer au plan instrumental. Une autre illustration concerne les méthodologies sensorielles. Donc, comme je vous le disais, on est doté d'un laboratoire d'analyse sensorielle qui nous permet alors à la fois de travailler dans le domaine, comme je vous disais, des ingrédients, des produits formulés, puis également dans le domaine des arômes et des parfums, avec des méthodologies que l'on développe pour évaluer de façon parfaitement objective les propriétés, qu'elles soient avant application, pendant application, après application. Et puis finalement, on a aussi développé un savoir-faire dans le domaine de la prédiction de propriétés sensorielles sur la base de mesures instrumentales. Et puis le dernier exemple que j'ai choisi d'illustrer, c'est un exemple cyclique, encore une fois, voilà, qui est un exemple qui est complètement en phase, ou plutôt lié à la plateforme Cosmetomix.
puisque alors, les produits complexes, enfin, les produits qui sont formulés sont évidemment des produits complexes, et ces produits, on les appréhende avec différentes méthodes macroscopiques, la rhéologie notamment. Et en fait, on a l'idée d'appréhender ces propriétés avec des échelles multiples, depuis l'échelle moléculaire avec des approches chimiques, microscopiques, et puis également macroscopiques, comme je vous le disais, avec la rhéologie. Et ici, alors je n'ai pas de photo de l'équipement, puisque l'équipement, alors pour être tout à fait honnête, il est actuellement livré au laboratoire, il est encore dans les cartons, et je n'ai pas de photo, puisque l'équipement n'existe pas encore. Et en fait, nous allons, avec un constructeur, et grâce à la plateforme Cosmetics, en fait, être dotés de cet équipement qui a été financé par la région, donc qui va être installé dans les jours qui viennent, combiner ensemble des approches donc, rhéologiques, microscopiques, avec de la microscopie optique relativement performante, et puis finalement de l'approche Raman pour appréhender donc les caractéristiques chimiques de structuration au niveau des interfaces, notamment dans des émissions. Voilà, donc c'est un équipement qui fait partie complètement de la plateforme Cosmetics et sur laquelle, évidemment, on va être amené à développer des outils et évidemment des savoir-faire au service, notamment de la cosmétique. Voilà, je ne sais pas si j'ai respecté, peut-être pas tout à fait le temps, mais en tout cas, voilà pour ce que je voulais dire et je suis évidemment disponible pour répondre à vos questions. Parfait. À quelques secondes près, c'est bon, pas de souci. Merci beaucoup, Michel, pour cette présentation. Pareil, un exercice compliqué parce que beaucoup d'expertise, beaucoup de choses à dire, à condenser en peu de temps. Voilà, ça donne une première approche et puis bien sûr, il faudra continuer dans le cadre de cette réunion ou bien dans le cadre de contacts directs à échanger sur les compétences et les complémentarités entre ce que vous pouvez apporter, ce que vous travaillez et puis des problématiques rencontrées par l'industrie. Merci. Donc, du coup, le prochain intervenant, c'est Christophe Dumouchel du laboratoire Coria, qui va nous parler de la compréhension des mécanismes des produits cosmétiques. Christophe? Merci de me donner la parole. Bonjour à tout le monde. Alors, j'avais modifié le titre à plusieurs reprises. Et celui-ci, là, que je vois à l'écran, ce n'est pas tout à fait le titre définitif que j'ai. Bon. C'est pas grave, ça n'a aucune espèce d'importance. Celui que j'avais envoyé, le dernier, c'était plutôt comprendre la rhéologie des solutions cosmétiques. Mais bon, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. On va passer tout de suite au deuxième transparent. Vous avez en haut à droite quelques chiffres clés qui présentent le laboratoire. C'est 56 chercheurs, enseignants, chercheurs et 60 personnes qui sont des chercheurs non permanents. Voilà, donc ça vous donne à peu près la taille du laboratoire. C'est un laboratoire qui est sous 3 tutelles, l'INSA de Rouen, l'Université de Rouen et le CNRS. Je suis moi-même directeur de recherche au CNRS. Alors, le grand domaine du laboratoire Coria, c'est la mécanique des fluides et plus précisément, on étudie à peu près tous les écoulements dans la mesure où ils sont complexes. Qu'est-ce qu'on met derrière le terme complexe? Eh bien, ce sont les écoulements réactifs, donc des écoulements avec des réactions physico-chimiques comme la combustion, les écoulements turbulents, les plasmas, les écoulements diphasiques. Diphasique, ça veut dire qu'il y a 2 phases. Ça peut être phase liquide et phase gazeuse. Ça peut être phase solide et phase gazeuse ou phase solide et phase liquide. Et puis des écoulements super ou transsoniques ou encore des écoulements de solutions non newtoniennes. Donc, tous les types d'écoulements qu'on peut rencontrer, à quelque échelle que ce soit, on travaille aussi bien en microfluidique que sur les écoulements autour des éoliennes, par exemple, pour vous donner deux types d'échelles complètement différentes. Et les expertises qui sont celles du laboratoire, elles vont, comme j'imagine la plupart des laboratoires de recherche, de la théorie à la modélisation, à la caractérisation expérimentale, avec une forte implication au Coria pour ce qui est de la simulation numérique haute performance et développer ici une aide très concrète à la conception. Et la métrologie optique, c'est une discipline, la mécanique des fluides expérimentale, qui nécessite la plupart du temps de faire soi-même ses propres diagnostics, et c'est surtout les diagnostics optiques qui sont utilisés, et principalement la visualisation. J'en montrerai quelques exemples juste après.
Dans la liste des écoulements complexes que j'ai produite là et qui est sûrement pas exhaustive, j'ai relevé 2 points sur lesquels je peux peut-être m'exprimer aujourd'hui, qui sont les écoulements diphasiques et les écoulements de solutions non newtoniennes. Alors, les écoulements diphasiques, ça intègre notamment, c'est le cadre vert juste en dessous, les injections des liquides dans les gaz et l'étude des processus d'atomisation. Quand on expulse du liquide dans un gaz, le liquide ne reste pas en phase continue, mais se transforme en un écoulement de gouttelettes. On a tous passé une petite cuillère sous un robinet, sous un jet qui sort d'un robinet pour savoir que ça éclabousse bien fort. Et dans bien des applications, le liquide il est utilisé comme ça. Et en cosmétique et en pharmacie, il y a des applications où les produits sont utilisés sous forme de spray. Et la caractéristique des sprays produits, notamment la taille des gouttes, va être fondamentale en ce qui concerne l'efficacité de l'application. On parlait tout à l'heure de produits destinés à la sphère bucco-nasale ou au poumon. Si on veut que des gouttelettes atteignent confortablement les poumons et s'y déposent, il faut que les gouttes ont une taille qui est comprise entre une dizaine de microns et une vingtaine de microns. Les plus grosses gouttes sont avalées et les plus petites gouttes sont exhalées. Elles ressortent aussi bien qu'elles sont venues. Donc, il y a vraiment un travail à faire sur la calibration des sprays quand le produit qu'on cherche à utiliser doit être utilisé sous forme d'un spray. Et puis, l'autre point que j'ai coloré là en violet, c'est celui qui concerne les solutions non newtoniennes. Dans pas mal il y a pas mal de produits cosmétiques ou pharmacie qui ne sont pas des fluides newtoniens. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail pour expliquer la différence entre un fluide newtonien et non newtonien, mais vous allez voir sur les images qui sont sur la slide suivante que les processus qu'on observe sur les différentes solutions sont très variables. Tout ce que vous avez encadré de vert ici correspond à des solutions newtoniennes. Non, c'était bien. Pardon. C'était très bien. Tout ce qui est encadré en vert correspond à des solutions newtoniennes. Tout ce qui est encadré en violet, ce sont des solutions non newtoniennes. On peut prendre par exemple l'exemple qui est au centre, là, non pas, voilà, au centre, l'image de droite est une image qu'on a faite au laboratoire sur des produits capillaires, exactement, sur des produits capillaires qui étaient en étude chez L'Oréal. Vous voyez typiquement que le genre de processus d'atomisation de l'écoulement liquide que vous créez est tout à fait différent de celui que vous avez juste à côté, qui est à peu près la même chose pour l'eau. Donc, on n'a absolument pas du tout les mêmes mécanismes. Je peux vous donner à peu près la taille de cette affaire-là. C'est tout petit, hein, c'est 1 mm², hein, ce qu'on voit là, 1 ou 2 mm². Et donc, si on veut fabriquer des gouttes, vous voyez que ce n'est pas tout à fait la même histoire en fonction de la rhéologie des différents liquides. La question que L'Oréal nous posait à l'époque, c'était comment je dois agir sur le diffuseur, sur l'injecteur, de façon à pouvoir atomiser au mieux le produit que je veux destiner. C'était un produit capillaire, je crois. Vous voyez sur les images de gauche, encore une fois, là c'est des jets à très basse vitesse. Vous voyez qu'il suffit qu'un liquide perde sa rhéologie newtonienne pour que le processus de déformation et de rupture en gouttelettes soit tout à fait différent. Et le résultat, évidemment, est différent. Et vous en avez un troisième exemple complètement à droite, où là encore, on peut voir que si au début du processus, les choses se ressemblent beaucoup, à la fin du processus, quand on forme des gouttes, eh bien, les fluides se comportent tout à fait différemment. Donc, voilà un exemple d'expertise qui, je pense, peut être apporté ici, qui concernerait donc plus la caractérisation expérimentale des processus d'atomisation, la production des sprays, et donc, à travers cette connaissance-là, d'optimiser au mieux les systèmes de diffusion, voire même, en ce qui concerne les produits, optimiser la rhéologie des produits de façon à avoir les sprays qui sont souhaités en termes de taille de goutte, de répartition spatiale, de choses comme ça.
Les réalisations qu'on a pu faire dans ce domaine, c'est comme je viens de l'expliquer, c'est l'optimisation d'injecteurs. On a pu le faire très récemment pour une application pharmaceutique avec un partenaire régional, mais aussi des points de fonctionnement, aller chercher la bonne pression d'injection, aller chercher le bon temps d'injection. On peut aussi se concentrer sur la formulation elle-même. Est-ce qu'il y a possibilité de travailler sur la formulation de façon à ce que ses propriétés physiques soient plus appropriées à l'atomisation. Et puis, l'influence des propriétés physiques dynamiques des solutions viscoélastiques, pour ça je ne l'ai pas dit, j'ai montré que ce n'était pas la même chose. Ce qui rend les produits viscoélastiques ou non newtoniens très particuliers, c'est que leurs propriétés physiques changent en fonction de l'écoulement. Donc, ça nécessite, pour comprendre tout ça, des études à la fois de fond et aussi des applications pour voir si tout ça marche. Et évidemment, on est capable également de produire, et c'est souvent ce qui nous est demandé, soit des modèles d'atomisation ou soit de la simulation et modélisation numérique de l'atomisation de façon à pouvoir utiliser toutes ces informations-là comme outil pour être guidé vers l'amélioration de l'efficacité d'une combinaison injection-formulation. Voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci beaucoup Christophe. Alors là, en vous écoutant, vous allez me dire si je suis hors sujet ou pas, mais une des problématiques actuelles très fortes qui est regardée par les entreprises, c'est le bilan environnemental de leurs produits. Et puis, on a le constat évident que sur des produits de rinçage, c'est l'usage qui en est fait. Et du coup, la problématique de réussir à rincer le plus efficacement possible, en le moins de temps possible, le moins d'eau utilisée possible un produit. Et ce n'est pas nouveau qu'on s'intéresse à ces sujets-là, mais plus que jamais avec justement l'étude de l'impact environnemental de ce qu'on met sur le marché. Et donc, du coup, peut-être qu'il y a des sujets sur la mécanique des fluides, justement, sur l'écoulement, sur la manière dont l'eau… Absolument, oui, absolument. Ouais. Là j'ai mis un peu l'accent sur un contexte qui me paraissait assez évident, mais en effet, toute situation qui fait intervenir des écoulements et de la mécanique des fluides, on est en mesure au Coria de travailler sur ces… et vraiment sur tous les aspects de physique aussi, mais également, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'aller concevoir des dispositifs expérimentaux basés sur le diagnostic optique pour aller chercher des choses précises qu'on a besoin de voir pour mieux comprendre les mécanismes et ensuite pouvoir les utiliser. Exactement. Merci. Merci à vous. On laisse du coup Biogallinis, alors je n'ai pas noté votre prénom. Sandra, qui va intervenir pour présenter en effet la compétence de cette entreprise, partenaire aussi de Cosmetomics et de ce consortium. Et puis, après votre intervention, si vous avez des questions, des réactions sur ces trois intervenants, on aura 5 minutes pour pouvoir se laisser le temps de l'échange. Je vous laisse. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Sandra Leblanc, je suis la directrice scientifique de Biogallinis. Biogallinis étant une entreprise privée. Donc là, je vais vous présenter aujourd'hui notre spécialité dans le domaine de l'étude du passage transmembranaire pour l'industrie cosmétique, donc la pénétration cutanée des formules cosmétiques. Je ne vous présenterai pas, parce que je n'ai pas vraiment le temps, le dosage de routine des conservateurs qui sont notre autre spécialité. Mais évidemment, Biogallinis est là pour faire ces explications sur le dosage de routine que nous faisons, si besoin. Donc la partie va être très technique. Nous travaillons pour des clients donc, de l'industrie cosmétique. Le but habituel de nos clients dans ce domaine, c'est de choisir au cours du développement d'une formule celle qui apportera le plus d'efficacité au produit. Et donc, ils comparent en général la concentration d'un actif dans le compartiment cible de la peau. Pour cela, nous utilisons des cellules de Franz qui sont montées avec de la peau humaine. Nous obtenons cette peau par chirurgie abdominale. Et donc, nous recevons de la peau fraîche
que nous préparons pour la congeler en fragments qui seront ensuite directement utilisés après décongélation. Les cellules de Franz que vous voyez sur la gauche sont composées d'un compartiment donneur qui définit une surface d'échange de 2 cm² de peau exactement. Sur cette surface, nous allons donc déposer quelques milligrammes exactement mesurés d'une formule contenant l'actif à suivre. Les cellules de Franz sont composées également d'un compartiment receveur en dessous, donc, que nous remplissons avec un liquide physiologique adapté. Et enfin, pour séparer ces 2 compartiments, nous utilisons la peau, donc c'est des patchs de peau humaine qui sont constitués de peau entière, donc avec le stratum corneum, l'épiderme et le derme. Chez Biogalenis, les cellules de Franz sont montées en réseau de 9 cellules, ce qui nous permet de comparer, par exemple, une formule en triplicat sur 3 donneurs chaque jour de manipulation. Et à ce moment-là, on va multiplier le nombre de jours de manipulation en fonction du nombre de formules qui sont à comparer. Après un temps de contact défini, en général, nous travaillons sur 16 heures. Chaque compartiment est séparé. Donc, le liquide receveur, le côté derme, épiderme et le stratum corneum. Et l'actif est extrait de chacun pour un dosage spécifique dans chaque compartiment. La partie analytique de cette technique est un facteur capital de fiabilité. En fait, l'actif doit être quantifié de manière sûre et répétable. Donc, il y a une mise au point de la méthode analytique qui est primordiale. Et ensuite, il y a la validation de la méthode qui permet d'avoir la preuve de la fiabilité de l'analyse. Par exemple, si on travaille sur la caféine, qui est un actif très facile à doser par HPLC-UV, on va utiliser donc de l'HPLC-UV, mais pour d'autres molécules qui sont peut-être qui passent beaucoup moins bien, qui sont plus difficiles à retrouver ou qui se confondent avec des composants de la peau qu'on ne pourrait pas donc voir par UV, on utilise à ce moment-là de la spectrométrie de masse et donc on fait de la LCMS pour avoir des pics qui sont spécifiques de la molécule recherchée. On va passer à la deuxième slide pour que je puisse vous présenter les résultats obtenus. Donc, c'est des exemples. Vous avez par exemple en haut quelque chose qui est assez visuel, qui est sous forme d'histogramme, qui montre la comparaison de plusieurs formules. Donc, vous voyez, pas très bien, mais vous voyez que sur la gauche, il y a 2 formules S et sur la droite, il y a 2 formules G. Donc, les S sont des crèmes et les G sont des gels. Et chaque formule est utilisée soit à 5%, soit à 10%. Et d'un simple coup d'œil avec ça, on voit que si le but était de faire passer un actif dans le derme, il faut choisir la formule de gauche, donc la G à 10%. Mais dans le cas qu'on présente ici, ce n'était pas vraiment le but, ce n'était pas de faire passer au maximum, c'était d'avoir une biodisponibilité assez restreinte pour réduire au maximum la toxicité systémique de la molécule. Dans ce cas-là, il faut choisir la formule et la dose qui permettent d'avoir une efficacité, mais de rester dans une toxicité contrainte. Alors, en dessous, il y a la représentation qui est dite en boîte à moustache. Elle permet d'observer une distribution des résultats en fonction des réponses individuelles. Le graphique de gauche, c'est la comparaison de 3 études qui ont été faites chez nous sur la même formule, 3 années différentes. Donc, ces études sont réalisées avec notre protocole habituel de 3 donneurs fois 3 répétitions. Chaque année, donc, les 3 donneurs sont différents et on garde les donneurs au congélateur pendant 1 an maximum. Et donc, vous voyez que sur ce graphique, les résultats sont quasiment identiques pour chaque formule à 3 années différentes. Donc, ça démontre bien que la technique permet d'avoir un résultat qui est fiable dans la même formule sur 3 années différentes. Le graphique de droite, toujours en boîte à moustache, montre les résultats obtenus avec 3 donneurs différents en 6 répétitions sur cette même formule. Et on voit ici clairement un effet donneur sur cet actif, même s'il n'est pas significatif. Cela montre l'importance d'utiliser des donneurs variés pour une étude, de manière à s'adapter au mieux à la population ciblée par la formule. Voilà, j'ai essayé de faire court. Oui, c'était un exercice pas facile, mais du coup, ça nous a permis en effet d'illustrer la technique, l'expertise que vous mettez en œuvre chez Biogalenis. Merci. Alors, pareil, je sors du coup de mon partage d'écran pour voir si il y a des réactions, des questions pour compléter
ce qui vous a été présenté par l'URCOM, le CORIA et Biogalenis. Hop. Pardon. Johan qui a donné ses coordonnées, Christian Joubert, Toxifam. J'avais une petite question à Christophe. Est-ce que tu peux aussi caractériser le flux de liquide qui soit hétérogène? Je pense en particulier à des émulsions, des nano-émulsions, des liquides contenant des nanoparticules, voire des particules micrométriques. Alors, c'est quoi la question? Est-ce qu'on peut mesurer par les techniques que tu as, caractériser les écoulements de fluides qui soient hétérogènes? Oui, en particulier des nano-émulsions, des émulsions, des fluides contenant des nanoparticules ou des particules micrométriques. Alors, en tout cas, un écoulement qui soit liquide ou gazeux, qui contiendrait des particules solides, par exemple, voilà. Là, on est tout à fait en mesure de mesurer. On peut mesurer plein de choses. On peut mesurer évidemment le débit. On va pouvoir même mesurer le débit, la vitesse des particules solides dans l'écoulement gazeux ou liquide. On va pouvoir dissocier ces deux informations-là. Après, les questions qui vont limiter les approches expérimentales, ça va être la taille des écoulements, ça va être la densité. Évidemment, il y a tout un tas de choses qu'il faut considérer avant de dimensionner la mesure, mais on est capable, oui, de faire pas mal de choses avec ça. Oui. Oui. Donc, y compris des sprays hétérogènes avec des particules dedans. Alors, le spray, c'est… Oui, oui, tout à fait, ça, on sait faire, oui. Oui. En fait, on peut faire des mesures dans les sprays, par exemple, on est capable de faire des mesures locales dans l'espace. D'accord. Donc, à partir de là, il suffit de scanner tout l'espace qu'on veut connaître et puis on a la réponse. Oui. C'est vrai qu'en cosmétique, on a souvent des formulations qui sont complexes avec différentes phases qui sont dans le produit. Et je crois que Michel pourra en parler aussi. Il connaît bien la chose aussi. Tout à fait. Ben, merci à vous. Alors, on va laisser la parole à Julie Lénadier de Lucas Meyer. Simplement vous rappeler, on a eu ces présentations qui nous permettent de voir très clairement les compétences qui sont au sein de cette plateforme par les partenaires qui ont fait cet exercice de cette présentation. Encore une fois, hein, je vous rappelle, l'objectif, c'est de faire un événement en physique de manière à pouvoir visiter des locaux, voir certains des appareils qui sont utilisés dans cette plateforme, mais peut-être également de continuer les échanges individuellement en fonction des compétences et des expertises. Donc, il y a une notion de complémentarité avec ce deuxième rendez-vous qu'on vous donnera sur le mois de mai pour pouvoir poursuivre les échanges et monter les collaborations. Peut-être aussi, Amandine, si je peux rajouter l'idée de pouvoir visiter aussi les laboratoires rouennais. Je pense à Christophe et Armel, et puis voir chez Michel, mais je crois que Michel l'a déjà fait, au Havre, hein, je resitue, mais je crois que c'est indispensable parce que oui, tout à fait. Immédiatement, et on voit tout de suite la relation avec les problématiques que peuvent avoir. Oui, un rendez-vous physique permet très important. De vraiment cristalliser sur un appareil, de voir ce qui est possible d'utiliser. Et en effet, on pourra se projeter sur différents rendez-vous, une prochaine rencontre à Évreux et puis une autre sur Rouen. Et puis, Nicole, je voulais juste dire que Biogalenis sera ouvert aussi si vous voulez visiter. Hein. Oui, mais pour moi, c'est Évreux, Sandra. Oui. C'est pour ça. Donc, c'est plus facile sur Évreux, je suis complètement d'accord. Mais je pense que… Moi, je connais bien les laboratoires de Rouennais aussi, et c'est vrai que c'est en les connaissant que moi, je me suis rendu compte, biologiste, qu'il y avait des mines d'or pour nous. Voilà. Mais tout à fait, bien entendu. C'est noté. Rendez-vous est pris pour faire en effet plusieurs étapes à ce parcours. Oui, si je peux me permettre juste de rajouter, c'est vrai que
les visites en présentiel, enfin physique, sont souvent extrêmement intéressantes parce que ça permet aussi d'avoir… Alors, il y a évidemment l'équipement en question, mais il y a aussi tout l'environnement en fait, qui est important à bien connaître. Et je sais qu'à Évreux, c'est un environnement qui est extrêmement intéressant. Après, au-delà de ces organisations de visites de groupe, je pense que tous les intervenants de l'après-midi sont d'accord que si vous avez détecté quelque chose d'intéressant, enfin, n'hésitez pas à prendre contact, alors soit par le biais de la Cosmetic Valley, Cosmetomix, ou même directement des gens qui ont présenté. N'hésitez pas à les solliciter, à les contacter, et il est tout à fait envisageable d'avoir des rendez-vous aussi en direct, soit à distance, enfin, ou une visite. Si vous avez un projet, une question ou autre, il ne faut vraiment surtout pas hésiter. C'est extrêmement ouvert. Il faut que ce soit vraiment très, très libre. En fait. N'hésitez pas. Oui, je suis complètement d'accord, Michel. Par contre, je vais vous demander à tous quelque chose qui est extrêmement intéressant et important pour nous, et Amandine va appuyer certainement. Nous avons des retours à faire au niveau de la région. Comprenez que Cosmetomix, on a des équipements qui sont, pour la plupart, acquis par des financements régionaux. Et c'est important pour eux de connaître le potentiel de ce qu'on va lever comme intérêt chez les industriels. Donc, si vous pouvez nous faire un retour, c'est très, très important parce que pour montrer à la région que ils ont tout intérêt à soutenir Cosmetic Valley et ses prérogatives telles que Cosmetomix. C'est forcément Amandine, quels sont les projets, oui, mais vraiment d'avoir les contacts. C'est un retour de bilan, en fait, pour une évaluation après de l'impact. Et je vous en remercie. Amandine, je me permettais de suggérer aussi, si un jour on pouvait faire une réunion Cosmetomix, on pourrait aussi en faire une sur Caen, puisque maintenant, je rappelle que CBSA est à la fois à Rouen et Caen, et que nous avons donc une partie du laboratoire qui se trouve sur Caen, et en même temps, ce sera l'occasion de faire aussi peut-être une visite des labos Gilbert, s'ils sont d'accord. Oui, tout à fait. On pourra en effet regarder ça. Après, ce qu'il faut en effet avoir en tête, c'est qu'on est là sur un regroupement de compétences où il y a plusieurs lieux physiques, en effet, mais finalement, collaborer avec deux acteurs qui sont sur deux lieux physiques différents, un à Caen, un à Rouen ou un à Évreux, etc., est complètement compatible. Enfin, c'est pas… une collaboration unique sur un territoire parce qu'on est en proximité. Si on a besoin aussi d'une compétence qui est dans le réseau et qui est sur un autre site géographique, on peut monter un projet, une collaboration multiple avec différents acteurs. C'est facile. C'est tout l'objet de ce type de regroupement. Merci à tous nos intervenants. Je vois que l'heure arrive presque à 16 heures. S'il n'y a pas de remarques particulières, je pense qu'en effet, le contrat est respecté. L'idée d'aujourd'hui, c'était vraiment de vous présenter un panel de compétences dans cette plateforme Cosmetomix avec des exemples industriels d'application de ces compétences à leurs problématiques et de collaboration, de montage de collaboration. Donc, l'idée, ensuite, c'est en effet de pouvoir monter d'autres collaborations, que ce soit sous des formes de prestations, d'études plus ponctuelles réalisées ou bien de travaux plus structurants pour pouvoir comprendre des mécanismes, comprendre l'écoulement. On a parlé de l'écoulement, on a parlé du microbiote, de formulation, de l'impact de certains ingrédients, de polymères, de pénétration cutanée. Donc, on a là un panel d'expertise très large qui permet de pouvoir adresser différentes problématiques qui vont être rencontrées dans notre secteur. Donc, l'idée, c'est de vous dire, en effet, de noter cette date du 10 mai sur laquelle on va revenir assez rapidement vers vous pour savoir si vous voulez y participer. L'idée pour nous, ce sera de mobiliser un représentant de l'ensemble des laboratoires qui sont partenaires de cette plateforme, même si cette première date se projette sur Évreux, où il y a un certain nombre de compétences rassemblées. Toutes les compétences ne sont pas là et on pourra
envisager d'autres étapes. Mais en tous les cas, les experts seront là pour pouvoir éventuellement participer à des rendez-vous B2B aussi, pouvoir créer de l'échange. On a fait là l'exercice de la présentation des laboratoires et puis on verra comment on organisera cette journée du 10 mai tout ensemble pour être dans la construction de collaboration ou des échanges peut-être un peu plus privés en fonction de sujets d'intérêt. Voilà, n'hésitez pas à revenir soit vers moi, soit vers les intervenants directement, comme ça nous a été dit. Cosmetomix, c'est un site internet aussi, Cosmetomix, qui permet de pouvoir faire des demandes par rapport à une problématique et justement après de pouvoir vous orienter vers les compétences de la plateforme. C'est fait en collaboration avec tous les experts que vous avez pu entendre témoigner aujourd'hui.